Nous allons maintenant procéder à l'installation du tout nouveau firmware JVC qui est destiné aux projecteurs, aux nouveaux projecteurs de la gamme laser JVC NZ et NP5. En l'occurrence, nous allons installer ici ce nouveau firmware sur notre JVC DLA RS3100, l'équivalent dit professionnel des projecteurs laser JVC DLA NZ8. Donc, comment fait-on? Eh bien, voilà, on nous demande donc de télécharger le fichier qui est compressé, donc zip, de le dézipper et de mettre sur la clé, une clé USB, le fichier à la racine de la clé USB, le fichier UD B5A1. Ensuite, donc, on vient regarder quelle est la version du projecteur, sachant que ne peut s'installer qu'une version supérieure à la version déjà installée. Donc, on va vérifier la version firmware et effectivement est installée sur notre projecteur, donc la version 1.23 qui est la toute dernière version publique disponible. Donc on est dans les bonnes conditions, sachant que ensuite, eh bien, on va donc se mettre dans la partie du menu. Je reviens ici au niveau du menu, je fais un petit zoom. Hop. Je viens dans la partie menu et donc on descend dans cette partie-là et on clique sur Software Update, sachant que là, effectivement, je n'ai pas mis la clé USB, donc ça ne va pas marcher, ce qui ne saurait tarder. Voilà, donc on clique sur la version Software Update. Apparaît cet écran, donc est-ce que l'on demande, est-ce que la mise à jour est acceptée, et donc on dit OK. Voilà, sachant que ensuite il va y avoir la mise à jour qui va commencer. Cette mise à jour, donc lorsqu'elle se passe bien, il y a un séquencement qui se produit à l'image séquentielle des LED du projecteur de la droite vers la gauche. Et puis éventuellement, s'il y a des soucis, c'est expliqué à ce niveau-là. Voilà, donc quelque part, on va lancer cette procédure et je recommence la vidéo à partir du moment où c'est lancé. Voilà, la mise à jour vient de commencer. Le projecteur a commencé par s'éteindre dans un premier temps et vous voyez l'allumage séquencé des diodes qui se produit. Sachant que dans notre cas, la mise à jour, la durée de la mise à jour qui a été indiquée est de 57 minutes et je suis désolé, malheureusement je n'ai pas allumé mon iPhone
dans la fonction vidéo, mais dans la fonction photo, et du coup, je n'ai pas pu vous montrer la boîte de dialogue avec l'indication du temps de la durée de mise à jour. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer à vous montrer le séquencement des petites diodes. Toujours est-il donc que, comme vous pouvez le voir, donc l'écran, le projecteur est éteint, donc il n'y a pas de lumière affichée, donc ce qui est tout à fait normal, et vous voyez que le séquencement des diodes est normal également. Donc à tout de suite, donc une fois que la mise à jour aura été faite. Voilà, ça fait déjà une trentaine de minutes que le projecteur est en mise à jour, et comme vous pouvez le voir, là les diodes se sont mises, le séquencement des diodes s'est mis à accélérer, donc on peut supposer que c'est une autre phase commence. Donc initialement c'était annoncé 57 minutes, et là ça fait déjà une quarantaine de minutes que c'est en cours. Voilà, le projecteur vient de s'éteindre, la mise à jour est terminée. Je vais donc enlever la clé USB et rallumer le projecteur. Voilà. On procède à l'allumage du projecteur. On va le laisser s'initialiser. Pendant ce temps-là, on va allumer le Trinov. Bien, pour ce qui concerne notre projecteur laser JVC DLA RS 3100, l'équivalent professionnel, dit professionnel du projecteur JVC DLA NZ8, nous allons maintenant détailler donc les ajouts par le firmware, par le nouveau firmware, les ajouts au menu par ce nouveau firmware. Et nous allons donc commencer ici avec cet écran auto SDR, et nous allons voir la fonctionnalité donc, qui vient d'être rajoutée, à savoir le mode laser 3. Vous voyez que précédemment il y avait le dynamique contrôle du laser était sur 3 niveaux, off, mode 1, mode 2 et maintenant mode 3. Donc c'est celui qui est actuellement activé dans le contexte du preset naturel, donc du picture mode naturel, donc que nous utilisons sur notre projecteur. Vous voyez que dans ce contexte, on est en laser mid avec une fermeture d'iris à -8, sachant que c'est le preset que nous utilisons en projection d'image 16/9 sur notre écran de format 2.35 de base 3 mètres, et comme on le verra un petit peu plus loin, donc qui a un gain nominal de 1.8 mais un gain équivalent à 1.6 puisque le projecteur est situé légèrement au-dessus du plan haut de la limite haute de l'écran. Alors qu'apporte ce nouveau Dynamic Control Mode 3 ? Je vous lis ce qui fait partie de l'annonce JVC et que je vais mettre en incrustation dans cette vidéo.
Donc jusqu'à présent, le contrôle du laser était basé sur la luminance moyenne de l'ensemble de l'écran. Mais dans ce nouveau mode 3, en l'occurrence, le réglage est basé sur la luminance de crête, ce qui permet d'obtenir des images avec une plage dynamique accrue. En particulier, le nouveau mode reproduit encore mieux des images dynamiques telles que celles des étoiles scintillant dans l'obscurité et des paysages nocturnes. De plus, même les images avec une faible luminance de crête peuvent être appréciées avec une plus grande sensation de contraste. Évidemment, puisqu'il s'agit d'un mode laser, ceci ne concerne pas le modèle NP5 qui est un modèle à lampe. Donc le mode 3 donc, que nous pouvons voir ici et qui, voilà, et qui, comme vous pouvez le voir, donc je reviens, hop, tac, donc est utilisé dans le contexte du preset naturel que nous utilisons donc en 16/9 sur notre projecteur. Vous voyez que dans ce contexte, le color profile qui est utilisé, c'est le profile cinéma. C'est celui que nous avons choisi. De la même façon que la température couleur est de 6500 Kelvin, que le gamma utilisé est 2.4 et que les réglages du MPC eShift, donc l'eShift X, puisqu'il s'agit d'un NZ8 eShift X 8K, puisque notre projecteur est un RS3100, l'équivalent donc professionnel du NZ8, et donc que le graphic mode qui est utilisé, donc c'est le graphic mode 1 qui nous convient le mieux, qui provient de des réglages précédemment faits et qui convient très très bien dans ce contexte du nouveau firmware. Voilà. Autre particularité, donc le motion control. Vous voyez que dans notre contexte d'utilisation ici SDR, on utilise donc le Clear Motion Drive sur High, sur 4 positions possibles, donc Off, Low, High et inverse téléciné. Et c'est une notion donc Clear Motion Drive sur laquelle on reviendra parce que au niveau de l'impression subjective des images, il y a une évolution de la fluidité de façon concomitante à la netteté des arrière-plans, et c'est quelque chose qui est maintenant disponible avec ce nouveau firmware et qui est particulièrement impressionnant. Mais on en parlera un petit peu plus loin et je rentrerai un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Sachant que je fais cette vidéo, non pas à chaud, mais 4 jours après avoir installé ce nouveau firmware, et donc j'ai un feedback, j'ai un recul par rapport à l'utilisation du projecteur et du contexte d'utilisation qui est assez bonne. Voilà. Ok, donc pour le fun, je vous montre également le contexte donc qui est utilisé pour ce qui concerne notre contexte de projection 2.35 en mode SDR. Hop. Voilà, vous voyez qu'il s'agit du mode cinéma. Donc le picture mode cinéma. Les settings qui sont utilisés, donc vous voyez que c'est toujours le mode 3 qui est utilisé.
le laser en puissance mid. L'ouverture de l'iris est à -6. Et donc au niveau du color profile, donc on a le voilà, même température de couleur. Le gamma est à 2.5. L'utilisation donc du MPC, c'est toujours en eShift 8K, eShift X 8K, toujours le même mode. Et donc Motion Control qui, comme vous pouvez le voir ici, est toujours sur High. Voilà, on va maintenant passer au HDR avec les spécificités du HDR. Donc on va quitter le mode auto pour se mettre dans le contexte du HDR10. Vous voyez qu'à ce niveau-là, donc apparaît tout de suite une première nouveauté, mais ce n'est pas celle par laquelle je vais commencer. Je vais commencer par celle-ci, donc le HDR Quantizer, qui est ici pour ce qui concerne ce profil FrameAdapt HDR2, qui est validé dans l'option, et c'est une nouvelle option, donc Auto Wide. Alors à quoi ça correspond? Toujours pareil, je vais vous lire ce que dit la documentation JVC, donc préalable. Le nouveau mode de niveau HDR ajouté au FrameAdapt HDR, en plus donc du mode standard auto existant, un nouveau mode Auto Wide a été ajouté au réglage du niveau HDR, ce qui met davantage l'accent sur la luminosité. Vous pouvez créer des images HDR plus dynamiques selon vos préférences. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, précédemment au niveau de ce domaine HDR de l'utilisation, il y avait le mode auto standard qui est aujourd'hui devenu auto normal, le auto wide que l'on utilise désormais et qui est vraiment à l'utilisation formidable, j'allais dire exceptionnel. Voilà, vous choisirez l'adjectif qui vous convient, donc qui a été ajouté aux 6 modes précédents, donc auto, -2, -1, 0, 1 et 2. Et en termes de rendu image, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. D'où le fait qu'il est utilisé ici dans notre cas. Alors, je vais revenir sur cette partie donc, du FrameAdapt, donc, qui est l'autre nouveauté qui est apparue avec ce nouveau firmware, donc qui sont les 3 mémoires disponibles, 3 mémoires de réglage différents qui sont disponibles dans le contexte FrameAdapt HDR. Alors je vous lis ce que dit JVC. 2 modes image supplémentaires qui peuvent être ajustés en fonction du FrameAdapt HDR. 2 nouveaux modes ont été ajoutés au populaire mode d'image FrameAdapt HDR pour le HDR10. Les 3 modes permettent ainsi de mémoriser vos paramètres préférés en fonction des diverses conditions de lumière ambiante.
Donc ce n'est pas simplement de lumière ambiante, mais, mais de visualisation. Alors j'ai fait exprès pour cette vidéo de valider la mémoire HDR2, simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le contexte SDR, nous avons un écran au format 2.35, donc à nouveau, je répète, avec de base 3,05 m très précisément, avec, comment dire, c'est un écran à gain, donc réel 1.6 dans notre cas, ce que l'on verra tout à l'heure. Donc, pour ce qui nous concerne, donc, on alterne deux types d'images, donc des images au format 16 neuvième et des images au format 2.35. Donc précédemment, pour ces deux formats images, il n'y avait qu'un seul réglage FrameAdapt HDR qui était possible. Excusez-moi. Désormais, eh bien, il y a trois réglages qui sont possibles. Donc, et pour ne rien vous cacher, donc, et quoi, je pense que vous pouvez facilement vous en douter. Voilà. Eh bien, le FrameAdapt HDR1, cette mémoire FrameAdapt HDR1, eh bien, va être utilisée dans le contexte de la projection 16 neuvième, donc avec les bandes noires à gauche et à droite sur l'écran, notre écran 2.35. Et du coup, donc, je vous montre les réglages. Vous voyez qu'on est toujours en laser mid, qu'on utilise toujours le nouveau mode 3, avec un iris à -4. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus maintenant sur ce mode 3, donc qu'on a déjà vu comme étant utilisé dans notre contexte SDR. Eh bien, il s'avère que ce mode 3 accroît la granulométrie à l'intérieur de la plage de fonctionnement du projecteur. Donc, les projecteurs JVC possèdent un niveau de contraste élevé. Ça veut dire que leur base, avec une possibilité d'afficher un noir très, très élevé, donc avec une base noire qui est vraiment très basse. Et du coup, comme la luminosité globale du projecteur laser est plus élevée, à l'intérieur de ça, la plage dynamique qui est possible est très élevée. De ce fait, avec le laser dynamique, eh bien, plus on augmente la granulométrie, et plus il sera possible d'avoir des petites variations à l'intérieur de l'image en fonction de ce qui a été indiqué précédemment, et d'autant plus dans le contexte auto-wide précédemment indiqué. Et du coup, au niveau du perçu image au niveau HDR, on atteint, par rapport à ce qui existait précédemment, donc par rapport au contexte précédent, c'est une réelle évolution qui est particulièrement impressionnante. Donc vous voyez que dans ce contexte de la mémoire FrameAdapt HDR1 utilisée pour ce qui nous concerne, donc avec pour projeter des images au format 16 neuvième, eh bien on utilise le filtre BT2020, le wide, sachant que précédemment dans le contexte du preset cinéma SDR, eh bien le filtre wide le filtre DCI était activé. Donc ici, la température de couleur, c'est la température de couleur dite HDR10,
qui en réalité correspond à la température de base 6500 Kelvin, mais au travers de cette température HDR10, il est possible d'affecter et de corriger individuellement cette température par rapport à la projection en contexte HDR. Et vous voyez qu'en ce qui nous concerne, donc, il n'y a pas de correction, simplement parce que le projecteur d'entrée de jeu était particulièrement bien réglé. Et pour la petite histoire, étant un grand fanatique de l'autocale JVC, j'ai juste fait une petite autocale gamma, plus par satisfaction intellectuelle que par nécessité. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, ce que l'on utilise donc au niveau du HDR processing du frame adapt HDR, eh bien, on utilise donc le frame by frame, sachant que cet HDR processing peut être statique, frame by frame ou scene by scene. Donc en l'occurrence, le statique utilise les métadonnées qui sont incluses dans les divers films, donc le contexte HDR. Sachant que le frame by frame, lui, eh bien, le processing donc HDR analyse individuellement chacune des images et adapte le processing individuellement à chaque image. Ceci par opposition donc au scene by scene où ce processing n'intervient que lorsqu'il y a des changements de scène, etc. Dans la pratique, je vous conseille, vous voyez que c'est le frame by frame qui est validé chez nous. Dans la pratique, je vous conseille fortement d'utiliser le frame by frame dans le contexte HDR du frame adapt. Pourquoi? Parce que le processing est vraiment particulièrement intéressant. D'autant plus maintenant avec ce firmware, ce nouveau firmware. Vous voyez que le Theater Optimizer est sur On. Dans notre cas, toujours cette mémoire frame adapt HDR1. Vous voyez que au niveau de l'écran qui a été validé, c'est un écran CinemaScope donc au format 2.35 et au niveau de la diagonale 130 pouces, ce qui correspond à notre écran, et que j'ai validé le gain écran à 1.6, donc qui est le gain que je vais dire mesuré par bien que ça ne soit pas aussi simple que ça, bref, alors que l'écran lui est donné pour un gain de 1.8, sachant qu'il s'agit d'un écran plein de marque chinoise XY Screen, et que c'est un écran de projection dont la particularité est d'être compatible avec une projection 8K. Pourquoi j'ai choisi cet écran? Simplement parce que comme notre projecteur est doté du eShift X 8K, je souhaitais que dans tous les cas, il n'y ait aucun potentiel problème de moiré. Et c'est effectivement le cas avec notre écran, sachant qu'il n'y a strictement aucun hotspot. Bref, voilà. Alors, vous voyez à nouveau donc que
dans ce mode FrameAdapt HDR, donc c'est le mode auto-wide qui est sélectionné, donc, et encore une fois avec beaucoup de bonheur. Les images sont vraiment magnifiques. Donc MPCI Shift, bon, vous ne serez pas étonné de voir que si l'eShift eShift X 8K est toujours activé, on utilise toujours le Res 1 au niveau du Graphic Mode, et que au niveau du Motion Control, on utilise le Clear Motion Drive sur High. Alors là, je vais faire une petite aparté pour dire que la fluidité perçue au niveau de ce nouveau firmware JVC est particulièrement, de mon point de vue, et a été vraiment particulièrement améliorée. Et que là, cette évolution est vraiment, c'est une grosse amélioration. Sachant qu'il est très probable qu'il y a eu également une amélioration au niveau du traitement du eShift X 8K. Pourquoi? Parce que par-delà simplement cette interpolation image par le biais du Clear Motion Drive, il y a également une forme d'accentuation des détails au niveau des arrière-plans. C'est en fait le rendu aujourd'hui se rapproche un petit peu, pour faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais c'est mon ressenti personnel, c'est une forme de HFR, donc High Frame Rate, où on augmente la cadence image de telle façon à d'autant mieux capter les détails au niveau des arrière-plans. Et à l'utilisation, vous verrez que c'est une grosse amélioration et que dans ce contexte d'utilisation entre ce Clear Motion Drive et le eShift X 8K de ce projecteur 3100 NZ8, les images sont tout simplement magnifiques, et c'est une réelle amélioration par rapport à ce qui se passait précédemment. Voilà. Donc je reviens en haut pour vous montrer donc le contexte de la mémoire FrameAdapt HDR 2. Voilà. Donc ce mode FrameAdapt HDR 2, cette mémoire, ce preset mémoire, va nous servir en fait lorsqu'on projette en contexte zoomé sur l'écran en 2.35, donc avec les barres noires en haut et en bas qui sont masquées par la fonction masque du projecteur. Et vous voyez, je vais vous détailler donc vous voyez que dans ce contexte-là, on continue toujours à utiliser le mode laser, donc le mode laser mid, et le mode 3 du Dynamic Control, sachant que pour cette projection HDR sur l'écran, donc sur notre écran au format 2.35 sur 3 mètres de base, eh bien c'est cette mémoire qui sera utilisée. On continue à utiliser toujours le filtre DCI, le même contexte couleur que l'on a détaillé précédemment, toujours le processing frame by frame, toujours le Theater Optimizer, toujours évidemment
le quantizer donc, au niveau de l'auto-wide. Toujours le eShift X 8K, on ne change pas. Et toujours donc le mode high du Clear Motion Drive. Voilà. Et maintenant donc on va venir sur l'autre nouveauté donc qui est le Filmmaker Mode. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le filtre DCI s'est désactivé. Alors je vous lis ce que JVC dit concernant le Filmmaker Mode. Donc tout ça évidemment sera en incrustation comme je l'ai dit tout à l'heure. Lors de l'utilisation de ce mode, les fonctions de réglage de la qualité d'image telles que l'interpolation d'image, donc le Clear Motion Drive, et la réduction du bruit sont désactivées et la température de couleur est réglée sur D65, donc 6500 Kelvin, permettant aux utilisateurs de profiter des films et des documentaires avec une qualité d'image fidèle au master d'origine. Alors donc, comme on l'a vu, toutes les interpolations donc, ont été désactivées. Vous voyez que pour ce qui nous concerne, donc, on est en mode 3. Je n'ai pas changé le réglage initial de l'iris, donc qui est resté à 0, sachant que le Filmmaker Mode, bon, c'est pas vraiment mon truc, mais bon, pourquoi pas. Vous voyez qu'au niveau du profil couleur, donc on est en BTV 2020 normal, c'est-à-dire que le filtre DCI a été désactivé. On est toujours évidemment donc 6500 Kelvin. Au niveau du processing, malgré tout, on a un HDR processing donc frame by frame. Le Theater Optimizer n'est pas activé. Au niveau du HDR Quantizer, on est en mode auto normal, alors que le mode auto wide est possible. Donc je voulais indiquer ici pourquoi, simplement parce que je voulais vous montrer le contexte initial, sachant que le laser était en mode high et que je l'ai passé en mode mid. Enfin, c'est des réglages vraiment issus des réglages, des pré-réglages standards. Donc au niveau du eShift, on est toujours en eShift 8K et vous voyez que le processing graphics mode, donc les processing d'images ont été désactivés. Au niveau du Clear Motion Drive, vous voyez qu'il n'existe terminé, il n'est pas sélectionnable et que le Motion Enhance est sur l'eau comme précédemment vu. Alors la particularité de ce mode Filmmaker Mode, c'est que il y a un nouvel item menu qui apparaît, voilà, qui est le Filmmaker Mode activable en auto ou en manuel. Alors il faut savoir, je voulais vous montrer un exemple, mais je n'aurai malheureusement pas le temps de le faire. Un certain nombre de Blu-ray
plus spécifiquement UHD, c'est ce que j'ai vu, comporte comment dire, un marqueur filmmaker mode. Et du coup, donc, le projecteur sait reconnaître ce marqueur, cette balise en fait, qui est inscrite au niveau du Blu-ray. À vrai dire, je ne l'ai pas testé peut-être que ça fonctionne sur le streaming, Netflix, Amazon, Disney+, je ne sais pas. Par contre, l'ayant vu sur les Blu-ray UHD que l'on s'est passé, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, si vous laissez cette fonction Filmmaker Mode sur Auto, eh bien, c'est le mode Filmmaker Mode qui va automatiquement, évidemment, s'activer. Le projecteur va automatiquement activer le mode Filmmaker Mode lorsqu'il le détecte. Si vous le mettez sur manuel, ce que j'ai fait ici, eh bien chacun doit activer les divers menus, la fonctionnalité Filmmaker Mode. Voilà. Alors, hop. Pouf. Donc, toute dernière fonctionnalité, c'est des écrans supplémentaires donc, qui sont validés pour le mode de réglage écran. Donc de nouveaux modèles d'écran ont été ajoutés. Ça se trouve ça se trouve ici. Donc tac 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 tac, screen setting. Et donc vous voyez, donc là on est dans le contexte du Theater Optimizer que l'on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi donc, le Screen Adjust, donc, que l'on peut mettre sur On. Voilà. Et donc vous voyez que là, vous avez accès à des numéros d'écran. Donc, qui sont à retrouver sur la liste publiée par JVC, où manifestement ils ont rajouté des écrans. Cette liste n'est pas encore disponible au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, qui est en amont de la disponibilité publique du firmware 2.0. Et du coup, donc, quels sont les écrans qui ont été rajoutés, je ne sais pas, sachant que pour le moment, notre écran n'est pas validé, donc notre marque d'écran et d'autant plus notre écran ne sont pas validés, et donc cette fonctionnalité n'est pas utilisée. À quoi sert ce réglage écran? Eh bien, chaque écran de projection possède sa propre structure, sa propre colorimétrie, etc. Et cette fonctionnalité permet justement d'adapter le projecteur spécifiquement à chacune des toiles qui ont été listées et validées par JVC. Voilà. Donc, pour le fun, je vais vous montrer l'installation mode, donc qui correspond
format mémoire écran. Donc vous voyez qu'en ce qui nous concerne, donc, on utilise deux formats écran, ce que j'évoquais tout à l'heure, le 16 neuvième et l'écran au format 2,35. Voilà, c'est quelque chose qui nous suffit, et donc en passant de l'un à l'autre sur notre télécommande Logitech 1100, donc on a des presets mémoire. Bref, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que il semblerait, c'est à l'utilisation, que le temps de changement d'un format à l'autre, je ne vais pas vous le montrer ici pour ne pas alourdir cette vidéo, mais que le temps de changement d'un format à l'autre est allongé. Je n'ai jamais mesuré le temps exact que prenait le changement de format avec le précédent firmware 1.23. Toujours est-il que là, avec ce nouveau firmware, c'est subjectivement un petit peu plus long, c'est de l'ordre d'une trentaine de secondes. Est-ce que ça vient du fait que lorsqu'il y a des changements de format d'écran, il faut que le projecteur recharge l'ensemble des paramètres mémoire, plus spécifiquement Theater Optimizer, qui sont liés à ce format écran? Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Peut-être que vous ne serez pas concerné. Nous on est effectivement concernés. Mais d'un autre côté, bon, c'est un petit, on ne change pas de format d'écran tout le temps et à tout bout de champ, donc pas vraiment de soucis. Autre petite évolution que j'ai remarquée, donc au niveau de l'allumage du projecteur est toujours aussi rapide que précédemment, donc c'est un projecteur laser, donc c'est quasiment instantané au niveau de l'image, de l'apparition de l'image. Par contre, au niveau de l'extinction, précédemment, on appuyait sur le bouton extinction donc, du projecteur, mais en l'espace de, on va dire, 3, 4, allez, 5 secondes, le projecteur était éteint. Là, de ce qu'il m'a été possible de voir au cours de notre utilisation sur 4 jours, eh bien, cette extinction est un petit peu plus longue. Le projecteur met plus de temps à s'éteindre. Donc voilà, ne soyez pas étonnés lorsque vous aurez installé ce nouveau firmware et que le projecteur met un tout petit peu plus de temps à s'éteindre. Bon, c'est pas monstrueux, je vous dis. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo en forme de primeur de l'association des membres HCFR vous aura plu. Pourquoi en primeur? Parce que cette vidéo a été réalisée très en amont, on va dire une semaine en amont de la publication officielle du nouveau firmware JVC destiné à la série laser NZX et RSX100 ainsi qu'au projecteur à lampe NP5. C'est vraiment une très belle évolution majeure. Donc vous l'avez vu je vous l'ai présenté sur notre RS 3100, donc l'équivalent du NZ8, et à l'usage, malheureusement je ne peux pas vous le montrer pour des histoires de droit, mais au niveau des images,
plus particulièrement en contexte, singulièrement plutôt en contexte dynamique, donc de projection des images animées, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui possèdent un projecteur de ces séries, NZ, RS et NP5, n'hésitez surtout pas à installer cette nouvelle mise à jour firmware 2.0. Et puis pour ceux qui, eh bien, faites-vous plaisir, essayez de trouver un magasin ou un endroit où ce style de projecteur est en démo, parce que effectivement ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir aux yeux, de voir ce qu'il est possible de faire en projection aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. J'ai été un petit peu long, mais je présente mes excuses et à bientôt sur HCFR. Stranger to excuses, burned me once or twice.